Bonjour à tous. La présentation d'aujourd'hui portera sur l'influence de la culture sur la gestion des ressources humaines au Japon. Il fera un grand plaisir à mon équipe et à moi-même de vous présenter ce sujet. L'équipe est composée de Pierre, Yasmine, Salvatore, Ori, Nathan, Jacques-Alexandre, Kevin et Oussama. On va vous présenter le sujet d'aujourd'hui selon le plan qui suit. Tout d'abord, le contexte du pays sera présenté. Par la suite, les dimensions culturelles selon Hofstede seront explicitées, puis les tendances actuelles et les témoignages d'expatriés au Japon seront présentés, ce qui permettra de conclure sur certains questionnements auxquels il vous sera possible de répondre sur le forum. Et donc, je laisse maintenant la parole à mon collègue Oussama pour commencer avec le contexte. Merci, Ori. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a fait une transition remarquable en passant d'un empire féodal à un pays démocratique d'une économie puissante. Aussi connu comme le pays du soleil levant, un symbole que l'on trouve sur son drapeau national, le Japon est situé en Asie du Nord-Est face à l'océan Pacifique. Il est en fait un archipel de 6852 îles éparpillées sur une superficie de près de 378 000 km². Étant la quatrième puissance économique mondiale, avec un PIB de 5 400 milliards de dollars et une population presque homogène de 126 millions d'habitants, dont 98% parlent le japonais, le Japon semble tout avoir pour maintenir sa position du leader. En ce qui est gestion de ressources humaines, aussitôt la fin de la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation des pays alliés, il y a eu la création du Labor Standards Act en 1947 qui vise à améliorer les conditions de travail et le Trade Union Law en 1949 qui organise les syndicats de travailleurs japonais. Côté culture, le japonais est caractérisé par des traits culturels qui ont tout de même influencé leur politique de gestion de ressources humaines. À titre d'exemple, je cite la fierté de l'appartenance, la fidélité à l'entreprise, l'emploi à vie, le syndicalisme, l'excellence, la qualité du travail, l'autoritarisme et le protocolisme. À travers ces facteurs, les entreprises japonaises ont développé un style de gestion de ressources humaines conclu en cette politique, qui garantit entre autres un investissement en capital humain, une sécurité d'emploi et une gestion unifiée du personnel. Bref, c'est un modèle qui a inspiré les nations de l'Occident. Tandis que l'objet de notre présentation se concentre sur l'influence de la culture sur la gestion de ressources humaines au Japon, j'aimerais aussi souligner un problème majeur qui menace sa croissance. Le problème de vieillissement de la population japonaise. En 2016, plus de 20% de la population est âgée de 60 ans et plus, avec un taux de fertilité de 1,4 qui est encore plus bas que la moyenne mondiale de 2,1 enfants par femme. Le Japon risque de perdre une bonne partie de sa population productive. Ceci fera l'objet de notre question de réflexion que vous trouverez à la fin de la présentation. Maintenant, je cède la parole à mon collègue Salvatore qui va vous parler des dimensions culturelles. Merci Oussama. Nous vous proposons une analyse de la culture nippone en utilisant le modèle des dimensions culturelles. Gert Hofstede et ses collaborateurs ont mis en évidence des facteurs indépendants à l'origine des différences culturelles, observés d'abord dans les comportements des employés des grandes entreprises et plus tard dans d'autres domaines. Les 6 dimensions sont la distance hiérarchique, le contrôle de l'incertitude, l'individualisme, la masculinité, l'orientation long terme et l'indulgence. En accordant une valeur entre 1 et 100 à chacune des 6 dimensions, ce modèle permet d'apprécier les différences entre les cultures. Le modèle de Hofstede est un outil essentiel pour mettre en place de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines en ce qui a trait aux différences culturelles. Lors de la préparation à l'expatriation, par exemple, les dimensions culturelles de Hofstede permettent à l'employé de mieux comprendre ses préférences culturelles et celles du pays d'affectation afin de pouvoir fonctionner efficacement de manière productive et maintenir un sens de l'équilibre. Nous avons utilisé l'outil en ligne Hofstede Insights pour obtenir les résultats que vous pouvez constater ici. J'invite maintenant mon collègue Kevin pour vous présenter les 3 premières dimensions. La distance hiérarchique.
Le Japon se situe légèrement au-dessus de la moyenne avec 54. En d'autres mots, la majorité des gens acceptent la distance du pouvoir entre les différents échelons de leur société et la considèrent comme la norme. Étant étrangers, nous associons la lenteur dans la prise de décision avec cette distance hiérarchique qui limite habituellement l'initiative et la prise de décision aux échelons les plus bas. Il faut toutefois faire attention, car en contraste avec l'apparence hiérarchique, le pouvoir de prise de décision est partagé entre les dirigeants. Aucune décision d'importance ne peut être prise rapidement par une seule personne, mais bien de façon collective. Depuis les 30 dernières années, nous pouvons observer une évolution de cette distance hiérarchique. Les Japonais ont commencé à questionner plus fréquemment ceux au pouvoir. Cette tendance peut être représentée par l'élection de pas moins de 14 premiers ministres en 2 décennies. Davantage, l'élection du Parti démocratique du Japon en 2009 confirmait cette fatigue de la population envers le pouvoir, car le parti proposait la réduction des pouvoirs du gouvernement et des fonctionnaires. Individualisme et collectivisme. Les cultures dites individualistes accordent une importance à la réalisation des objectifs personnels. Au contraire, dans les sociétés collectivistes, les objectifs du groupe et son bien-être priment sur ceux de l'individu. À cet égard, avec un score de 80, le Canada peut être considéré comme un pays fortement individualiste selon la dimension de Hofstede. Dans le monde des affaires, cela se traduit par des employés autonomes avec un sens d'initiative, des décisions d'embauche et de promotion basées sur le mérite. Le Japon en marque 46 sur la dimension individualiste, ce qui se traduit par une culture plus faiblement orientée sur l'autonomie et le mérite individuel, comparativement au Canada. Toutefois, ce score place le Japon parmi les plus élevés en dimension individualisme parmi les sociétés asiatiques telles que la Chine et la Corée. Il est donc certain que la société japonaise présente de nombreuses caractéristiques d'une société collectiviste, placer l'harmonie du groupe au-dessus de l'expression d'opinions individuelles et donner à la population un fort sentiment de honte devant l'échec. Masculinité-féminité. Le Japon, avec 95 points, est l'un des pays les plus associés avec la masculinité. Certes, les défis liés à l'emploi des femmes sur le marché du travail est une des causes de cette forte présence de la masculinité. Ce fait a évidemment mené à l'omniprésence des valeurs identifiées comme masculines dans l'environnement des affaires. Ces valeurs étant la compétition, le succès, les accomplissements. D'autre part, les valeurs associées à la féminité, qui sont difficilement observables au Japon, sont la coopération, la sécurité d'emploi, les avantages sociaux. Fait à noter, contrairement au Canada ou aux États-Unis, les valeurs masculines sont davantage axées sur le groupe, c'est-à-dire être compétitif, mais pour le bien de la compagnie, de l'organisation, et non celui de l'individu. Avec la tendance globale de vouloir inclure les femmes dans toutes les sphères de la société, le Japon n'a eu d'autre choix que d'évoluer afin de combler les manques en main-d'œuvre, en commençant avec la loi des opportunités équitables en 1985. Ce changement a permis aux femmes d'avoir la chance de joindre le marché du travail. Une augmentation de la présence des valeurs féminines est donc observée de par la présence accrue des femmes sur le marché du travail. Cette situation amènera le Japon à tranquillement converger vers des scores le rapprochant du Canada et des États-Unis en ce qui est trait à la masculinité. Une convergence qui prendra du temps dû à la récence de cette implication des femmes sur le marché du travail et à la forte culture en ce qui a trait à la place de la femme dans la société. Salvatore discutera maintenant des 3 autres dimensions d'Hofstede. Contrôle de l'incertitude. Avec un score de 92, les Japonais évitent fortement l'incertitude. Certains auteurs proposent qu'une des principales raisons soit que le Japon vit dans une peur constante des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques. Les invasions mongoles du 13e siècle ont probablement aussi contribué à la peur de l'inconnu des Japonais. Ils ont donc appris non seulement à se préparer aux catastrophes, mais à tout type de situation. Pour se protéger des imprévus, les Japonais ont un rituel et une cérémonie pour tous les aspects de la vie. Les pratiques de GRH au Japon sont grandement influencées par cette dimension culturelle. Par exemple, les rencontres d'affaires sont structurées pour éviter les imprévus. L'embauche et la formation des nouveaux employés est régimentaire. Le fait que l'emploi à vie est la norme depuis des décennies reflète bien les besoins des Japonais de minimiser les changements et les imprévus. Par contre, cette forte caractéristique a aussi été une force pour le Japon. Leurs soucis du détail et de la perfection les ont rendus très performants. Le Japon est un bon exemple de la manière dont la mentalité d'évitement de l'incertitude peut promouvoir la qualité. Orientation long terme.
Les sociétés à vision long terme encouragent les efforts présents en vue de se préparer de manière adéquate pour le futur. À l'opposé, les sociétés à vision court terme privilégient davantage les traditions et les normes aux dépens du changement. De toutes les dimensions, le plus bas pointage du Canada est l'orientation à long terme, avec un score de 36. Du point de vue des affaires, ce faible classement témoigne de la conviction des sociétés canadiennes à promouvoir l'atteinte rapide de résultats et un penchant moins naturel à la préparation du futur. À l'autre bout du spectre se trouve le Japon, avec un score de 88, considéré comme l'une des sociétés les plus orientées vers le long terme. Très réticents au changement, les Japonais cultivent donc une sorte de fatalisme. Dans le monde des affaires, cela se traduit par des investissements élevés en recherche et développement, même en période de difficultés économiques, donnant priorité à la croissance plutôt qu'aux bénéfices trimestriels. Bref, le focus est sur la durabilité des entreprises. Toutefois, comme le Canada est un pays très vaste, caractérisé par une grande diversité multiculturelle, les valeurs du pays varient d'un endroit à l'autre, et on trouvera aussi probablement des différences subtiles entre les Canadiens anglophones et les francophones. Indulgence, modération. La dimension culturelle indulgence explique à quel point les individus essaient de contrôler leurs désirs et leurs impulsions en fonction de la façon dont ils ont été élevés. Les sociétés qui exercent un contrôle plus faible sur leurs désirs sont considérées comme des pays indulgents et ont tendance à permettre la gratification gratuite des désirs humains fondamentaux. D'autre part, les sociétés restreintes sont convaincues que cette satisfaction doit être maîtrisée et réglementée par des normes strictes. Avec un score de 42, la culture nippone se positionne comme restreinte. Selon FSTD, les cultures restreintes sont économes, accordent peu d'importance aux amis et aux loisirs et valorisent la discipline. L'impact sur la GRH de cette dimension se fait ressentir de plusieurs façons. Par exemple, les longues journées de travail sont la norme, étant donné l'engagement envers la discipline du travail et la dévalorisation du plaisir. Les systèmes de reconnaissance sont établis en conséquence du biais culturel. En effet, une société économe qui ne valorise pas le plaisir individuel utilisera des méthodes différentes pour reconnaître un bon travail. Au lieu d'un prix d'une valeur monétaire élevée, une reconnaissance modeste sera plus appropriée. Pourtant, la culture nippone évolue et le niveau de bonheur relié au travail a augmenté durant la dernière décennie. Je passe maintenant la parole à ma collègue Yasmine qui va discuter des tendances actuelles. Une étude réalisée par Pudelko et Harding permet de constater que les pratiques de gestion des ressources humaines nippones sont perçues comme étant les moins attrayantes par tous les pays confondus. Bien entendu, certaines pratiques ont été naturellement mises en place dans le contexte d'après-guerre, tel que l'emploi à vie. Ces pratiques ne sont désormais plus au goût du jour et ont un impact dans le contexte actuel. Lorsqu'on parle de pratiques de ressources humaines, de façon générale, les pratiques américaines sont mises de l'avant. En ce sens, les Japonais ne font pas exception. Ils font partie de ceux qui se tournent le plus intensément vers les pratiques de GRH d'autres cultures. Soit vous l'aurez compris, ils convergent évidemment eux aussi vers les États-Unis. Le but de cette section est de s'intéresser aux tendances actuelles des pratiques des ressources humaines et à leurs implications. Ainsi, nous passerons en revue quelques pratiques qui sont l'emploi à vie, le système de rémunération, le recrutement et finalement la place des femmes sur le marché du travail. L'emploi à vie fait référence aux employés à temps plein qui étaient engagés pour toute leur vie. Les employeurs japonais engageaient traditionnellement leurs employés et les gardaient jusqu'à leur retraite. Sur un échantillon de 308 entreprises importantes au Japon, 90% des répondants ont affirmé qu'ils s'attendaient à ce que leur employeur leur garantisse un emploi jusqu'à leur retraite, ce qui ne favorise évidemment pas la performance. Au fil du temps, cette pratique est devenue inadéquate face aux besoins des grandes entreprises et a progressivement été ajustée pour répondre aux besoins changeants de l'environnement commercial toujours plus concurrentiel. Et puisque les emplois à vie sont de plus en plus critiqués, la rémunération basée sur l'ancienneté l'est tout autant. Les grandes entreprises tendent à éliminer progressivement ce système pour remplacer par un système basé sur la performance individuelle. Par ailleurs, la culture d'entreprise se tourne de plus en plus vers un focus sur les résultats court terme plutôt que le développement à long terme de leurs employés. En effet, le succès récent de sociétés comme Honda, Fujitsu et Sony, trois des premières sociétés à avoir mis en place le système basé sur la performance, constitue peut-être la meilleure preuve de cette évolution des pratiques.
Des réformes similaires sont en cours chez Nissan, Toshiba et d'autres grands. Tout indique que, même si le changement sera graduel et varie d'une entreprise à l'autre, la plupart des grandes entreprises suivront éventuellement la même direction. Je cède maintenant la parole à mon collègue Nathan. Oui, merci Yasmine. Pour ma part, je vais vous parler de l'évolution dans le système de recrutement au Japon. Selon Robinson 2001, traditionnellement, chaque année au 1er avril, les employeurs engageaient collectivement des étudiants qui venaient de graduer. Les étudiants commençaient à travailler au bas de la chaîne et montaient petit à petit les échelons. En fait, le recrutement était la porte d'entrée à l'emploi à vie. Culturellement, les entreprises japonaises avaient donc l'impression que de participer à cet événement annuel de recrutement était important, car de cette façon, ils ne perdaient pas de nouveaux talents. Dans le même ordre d'idée, les entreprises japonaises hésitaient à engager des personnes qui sont au milieu de leur carrière. Cela est dû à la représentation culturelle que l'employé part de son entreprise en milieu de carrière seulement s'il n'était pas performant dans son travail. Cependant, de plus en plus, le recrutement d'étudiants universitaires qui ne sont pas expérimentés est remis en question. Selon Robinson 2003, les employeurs considèrent dorénavant à engager des travailleurs sans diplôme universitaire, mais qui possèdent les capacités techniques de l'expérience que les universitaires n'ont pas. En fait, certains domaines technologiques nécessitent une expertise plus spécialisée qui n'est pas satisfaite par le système de recrutement traditionnel des Japonais. Dans le même ordre d'idée, les Japonais embauchent davantage de gens au milieu de leur carrière pour répondre à la demande des consommateurs qui fluctue davantage qu'autrefois. En somme, les entreprises japonaises se tournent de plus en plus vers des spécialistes plus que des généralistes dans leur recrutement. J'aborderai aussi l'évolution de la place des femmes sur le marché du travail au Japon. Selon Selmer 2001, traditionnellement, les hommes dominaient dans les organisations. L'égalité de genre était bien moins présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela est dû à la représentation culturelle de la femme au Japon. Autrefois, les femmes étaient majoritairement assignées à des emplois peu satisfaisants et sans mérite. Cependant, en 1985, avec la loi des opportunités équitables, ça a rendu la discrimination des gens selon leur genre comme illégale. Cela a eu comme impact d'améliorer le sort des femmes dans le milieu de travail japonais. Le nombre des femmes qui détiennent un diplôme d'études et qui travaillent dans les organisations ont donc drastiquement augmenté. Cependant, cela n'est pas parfait. La proportion des femmes qui occupent des postes de gestion et de direction sont exceptionnellement bas comparativement aux États-Unis ou à l'Europe. Cela fait en sorte que même si on voit une grande progression au niveau de l'égalité homme-femme en milieu de travail au Japon, les marchés du travail japonais est encore dominés par l'homme. Blakova, Palka et Zeleny expliquent ces résultats par le fait que, culturellement au Japon, la femme est considérée comme ayant le rôle de caretaker dans la famille et est avant tout une mère. La progression de la femme sur le marché du travail sera graduelle. Comme tout autre changement culturel, cette progression se fera à long terme. Ainsi, on note que la culture a une influence significativement sur les pratiques de la gestion des ressources humaines japonaises. Ces pratiques sont en changement, mais ces changements se traduisent par un changement évolutif plutôt que révolutionnaire. Cela veut dire que le délaissement des pratiques traditionnelles et la réorientation vers les techniques occidentales ne sont pas un abandon total des approches traditionnelles japonaises. Merci. Donc, je vais passer la parole à Jacques-Alexandre. Oui, parfait, merci. Donc, pour la section témoignages, nous avons regroupé 4 témoignages d'expatriés au Japon pour établir des recommandations en GRH, soit avant, pendant et après une expatriation. Il est question ici d'un jeune professionnel sur visa de travail depuis 8 ans, Frédéric, une jeune femme en PVT depuis 6 mois avec son copain Morgane, une femme de carrière mature en visa de travail avec le reste de sa famille, Agnès, et finalement d'une jeune femme en visa d'études puis PVT, Morgane. Nos recommandations en termes de GRH pour pallier aux défis encourus par les 4 expatriés ont été formulées à partir des témoignages recueillis, mais aussi à partir des 3 sphères de Hofstede exprimées plus tôt par mes collègues, qui diffèrent grandement entre le Japon et le Canada, soit l'individualisme, la masculinité et le contrôle de l'incertitude. D'abord, les défis encourus par nos 4 expatriés ont été similaires. En effet, avant l'expatriation,
la majorité mentionne que l'apprentissage de la langue et la nécessité de faire un voyage de repérage pour confirmer leurs attentes sur ce pays aux différences culturelles est un aspect important à l'adaptation. De plus, lors de l'expatriation, il est certain qu'il existe une multitude de facteurs risques qui peuvent déstabiliser un expatrié. De cela, 2 exemples majeurs ont été relevés. Premièrement, le respect des règles et de la hiérarchie est très important au Japon et peut même sembler extrême pour les Occidentaux. Deuxièmement, pour pallier à toutes ces différences culturelles, nous recommandons l'établissement d'un nouveau réseau de contacts sur place. Qu'il s'agisse d'autres expatriés ou bien de locaux, les retombées positives encourues seront certainement multipliées. Avoir un réseau social permet de faire des soirées, trouver un emploi plus facilement, etc. Je cède donc la parole à Ori pour l'après d'une expatriation. Merci. Donc, finalement, au retour d'une expatriation, le contre-choc culturel est souvent sous-estimé. En effet, il est important de stimuler les échanges entre expatriés et futurs expatriés au sein d'une compagnie, tout en proposant un accompagnement psychologique et professionnel aux besoins. Une bonne planification du retour et une entente entre l'expatrié et l'équipe de gestion, et ce, avant le départ, sont essentiels pour minimiser les déceptions possibles de celui qui revient. Donc, il est important de savoir que justement, le contre-choc culturel est bel et bien présent et qu'il arrive pour tous au retour. En conclusion de cette section, nous avons souligné les meilleures pratiques pour faciliter une expatriation. Cela est d'autant vrai pour l'avant, le pendant et l'après-expatriation. Il est important aussi de comprendre que le choc culturel et la période d'adaptation pour un expatrié est tout à fait normal et diffère en longueur pour chaque individu. L'utilisation des bonnes pratiques en GRH permettra de l'atténuer. La présentation tire maintenant à sa fin et nous vous invitons maintenant à nous rejoindre sur le forum pour discuter ensemble de sujets à l'aide des 2 questions qui suivent. Donc, premièrement, en vous basant sur les témoignages et l'analyse proposée, quel est selon vous l'aspect culturel qui nécessiterait le plus d'adaptation pour un Canadien expatrié au Japon et pourquoi? En second lieu, donc la deuxième question à discuter avec nous sur le forum, étant donné le faible taux de fertilité au Japon, ainsi que le vieillissement alarmant de la population japonaise, proposez 2 plans d'action, un à court terme et un à long terme, à envisager pour sortir le Japon de cette crise multiforme. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Voici donc les ressources bibliographiques que nous avons utilisées pour réaliser cette présentation.